Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du deuxième long métrage réalisé par le Mexicain Alfonso Cuarón, son premier aux États-Unis puisque produit par la Warner, A Little Princess ou en version française La Petite Princesse, adaptation d'un roman éponyme culte de Francis Hodgson Burnett que vous connaissez peut-être sous une autre forme d'adaptation en série d'animation japonaise. Et oui, Princesse Sarah. Beaucoup de gens l'ont saigné durant l'enfance, voire l'adolescence. Ce fut mon cas, je l'ai même revu il y a quelques années pour en faire un podcast avec Capitaine Critique sur la chaîne. Au casting, nous retrouvons dans le rôle donc, de Sarah Crew, la petite princesse, Liesl Matthews, qui n'a pas fait grand-chose d'autre dans sa carrière au final, la méchante Miss Minchin, ou Mademoiselle Mangin, mais en VF ils ont gardé Minchin ici, est interprétée par Eleanor Brown, qui est britannique, le père Liam Cunningham, lui qui a joué dans Game of Thrones par la suite. La méchante Lavinia, c'est Taylor Fry qui s'y colle, elle qui fut la fille de John McClane dans Piège de cristal. Tandis que celle qui va devenir la meilleure amie, la domestique, Becky, est interprétée par Vanessa Leigh-Chester, qu'on retrouvera peu après dans Le Monde Perdu. C'est elle qui joue la fille de Ian Malcolm. Oui. Qui s'appelle Sarah d'ailleurs dans le film, c'est très amusant. Bon bref. Niveau adulte, autre adulte, nous avons Arthur Marley qui joue le voisin, Mr. Randolph, qui a été dans Hook avant. Alison Moyer qui interprète la mère en photo de Sarah, parce que la mère est morte. Mais aussi une princesse dans ces histoires. Alison Moyer est une Australienne, une actrice qui n'a pas forcément fait grand-chose dans sa carrière. Eh bien, elle a été l'une des compagnes, nombreuses malheureusement j'imagine, de Donald Trump. Voilà, ça ne s'invente pas. On reconnaîtra également Vincent Schiavelli, un acteur qui a une gueule, qui a joué dans Ghost notamment, au vol au-dessus d'un nid de coucou, et qui joue un notaire qui débarque et qui annonce une mauvaise nouvelle. L'histoire ici, dans cette adaptation, a été transposée de la fin du 19e siècle à 1914, début de la Première Guerre mondiale, c'est l'un des drames du film, et ça passe du Royaume-Uni aux États-Unis. Ça, c'est par rapport à aussi la série d'animation. Pour donner un petit discours sur l'acceptation supplémentaire, parce que c'est une production américaine. Et on va y suivre forcément donc cette princesse Sarah, elle est un peu ainsi nommée dans, on va dire, son innocence d'enfance, qui va quitter l'Inde parce que son père est appelé à combattre pour le Royaume-Uni, colonie à l'époque, durant la Première Guerre mondiale, et donc il met en refuge sa fille dans un grand pensionnat, parce qu'ils ont de l'argent, où elle va être forcément chouchoutée par sa fortune et tout. Et donc Sarah va attendre le retour de son père, mais la directrice de cet endroit n'est pas très sympa. On est obligé de l'être avec Sarah quand même, mais on sent qu'il y a une véritable défiance potentielle. En attendant, Sarah tient tête à cette directrice, puisque pour elle, c'est l'imaginaire qui est important, à raconter des histoires, notamment un peu la sienne indirectement, ou cette princesse indienne qui s'appelle Sita, connue, dont on voit du coup la personnification à travers l'image de la mère, dans ce qu'on voit à l'écran nous, parce que Cuarón met à l'image, comme d'habitude, des choses comme cela. Donc on voit déjà un peu sa patte ici, dans la façon dont il raconte les histoires, par sa mise en scène. Bref, imaginaire, trop d'imaginaire, etc., trop de magie pour cette directrice qui est très terre-à-terre. Et malheureusement, quand on va apprendre, ça c'est dans le synopsis, c'est pas un spoil, que le père est laissé pour mort à la guerre. On voit aussi ces moments de transition où on le voit sur le champ de bataille. C'est intéressant. Cuarón prend ses libertés artistiques déjà. Eh bien, Sarah va perdre tout héritage. Elle n'a plus d'argent, plus rien. Et du coup, elle va être traitée comme une domestique, et gardée sous une forme de fausse charité par cette directrice qui finalement est très heureuse au fond d'elle d'humilier Sarah. Et qui va pouvoir vraiment être amie avec Becky. Elle a essayé avant de faire amie avec cette domestique. Oh là là, crise de lèse-majesté, de classe. Et en plus, Becky est afro-américaine. C'est pour ça que ça se passe aux États-Unis aussi. On va rentrer dans un double discours de tolérance, peut-être un petit peu trop forcé à un certain point, mais c'est pas grave. Et donc Sarah va être dans une sorte de deuil, et quand même essayer de s'en sortir par ses souvenirs, par son imagination, par sa magie, et peut-être par l'aide aussi de ce voisin qui également a perdu
son fils, lui, à la guerre, donc tout ça. Et en plus, il a comme domestique quelqu'un qui est indien. Donc ça rappelle une connexion ici, une merveilleuse scène de balcon au moment où Sarah reprend espoir, malgré le deuil et la triste vie dans laquelle elle est. Alors d'ailleurs, c'est beaucoup moins pathos, si on veut, le mot est peut-être pas bien choisi, mais moins dramatique et tragique, comme ça ressenti en tout cas, que la série qui poussait vraiment loin l'idée. Mais bon, c'est une autre touche aussi. J'imagine que Cuarón, bon, même s'il visiblement s'appuie plus sur la version 1939, avait vu la série d'animation, on peut l'imaginer en tout cas, du moins on lui en a parlé, qu'il a voulu s'en détacher parce qu'elle était probablement populaire, j'imagine encore quand même, peut-être aux États-Unis à cette époque. Je sais pas si ça a traversé vraiment les frontières jusqu'aux États-Unis, mais en tout cas en Occident, en Europe, ça l'était. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Cuarón, ici, évidemment, a un projet qu'il ne maîtrise pas, puisque c'est quelque chose qu'on lui donne, hein, pour qu'il puisse enfin faire ses gammes aux États-Unis, après un premier film au Mexique, où il a été repéré. On lui a donné aussi la réalisation d'une série, donc c'est pas ses premières gammes vraiment sur le sol américain, mais là, en cinéma, oui. Et c'est intéressant, c'est un film qui pousse un peu trop, on va dire, l'idée du... c'est un conte pour enfants avec imaginaire, il faut quand même un peu de drame, mais il faut aussi des bons sentiments et quelques clichés qui vont avec. La transposition début Première Guerre mondiale est intéressante, mais même dans son époque, je trouve que le film est un petit peu... j'allais dire rétrograde. Oui, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc fatalement il y a des choses qui le sont. Mais bon, l'idée de la fille qui se dit princesse, bon, allez, ça c'est ce que sa mère, enfin, au moins sa mère, elle l'a pas vraiment connue. Mère française d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle parle français. Oui, il y a un prof français à un moment, évidemment, avec la Tour Eiffel, il donne des cours, bon, pas, les petits clichés là-dessus. Mais bon, ouais, on voit au début le discours d'une des femmes qui s'est occupée de Sarah, qui disait que voilà, toutes les femmes sont des princesses, c'est leur privilège. Bah, c'est vrai que de nos jours, et quand tu regardes avec un peu de recul, c'est un discours qui est un petit peu, on va dire, arriéré, hein, passéiste, et le film joue sur ça, mais ça se passe en 1914. Donc l'idée que princesse Sarah est avant tout une princesse qui a le pouvoir d'être dans l'imagination et la magie, et d'être totalement déconnectée du réel. Quand bien même la directrice lui dit il faut être utile à la société et tout, hein, l'imaginaire, le réel... ne peuvent pas coexister, tout ça, la magie, bon, mais du coup, ouais, ça enferme le film quand même dans un carcan qui est difficile à briser, même si Cuarón fait tout ce qu'il peut, évidemment, au niveau de sa mise en scène, parce qu'il y a vraiment beaucoup de plans formels, là, on voit, c'est un formaliste, Cuarón, mais bon, ici, comme il ne maîtrise pas l'histoire de base, le film n'est pas abouti et correct sans plus, je dirais. Cependant, bon, après... problème de la comparaison avec la série d'animation, forcément, quand elle t'a marqué comme ça, quand tu vois ça, tu as tendance à être un peu plus dur, un peu plus sévère potentiellement, mais je n'avais pas de grandes attentes, ni de grandes espérances en voyant ce film, hein, pour paraphraser le titre du film qu'il fera après, et pour le coup, lui, il en gardera un très mauvais souvenir de Grandes Espérances. Voilà. Mais en parlant de Cuarón comme ça, c'est un petit peu grâce à cette petite princesse qui plus tard pourra faire l'adaptation Harry Potter, parce qu'il s'intéresse ici à l'enfance, à cette idée de coming of age à travers un deuil, à travers quelque chose, dans un carcan un peu voilà, de pensionnat, d'école. C'est vrai qu'à certains instants, vous le voyez, quoi. Que c'est un peu grâce à ça qu'il a pu faire ce qu'il a pu faire ensuite. Puis il s'est beaucoup intéressé au coming of age dans son histoire cinématographique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, Cuarón, rapport aussi à la perte d'un être cher, tout ça. On retrouve ici l'idée. Mais ce qui infuse déjà le style Cuarón à travers cette réalisation, c'est son attrait pour une forme de réalisme imaginaire, cette idée, une sorte de réalisme magique, si vous voulez, où il convoque à la fois le réel, mais l'imagination, et cette magie-là qui, à un moment, ramène au réel. Cette scène de banquet, alors qu'elles ont rêvé de cela, entre guillemets, avant Becky et Sarah, le lendemain, c'est mis là, mais en fait c'est grâce au voisin, enfin au domestique indien du voisin, que c'est possible. Bon, ça, cette scène-là, qui apparaît dans le film, là, elle est aussi dans la série d'animation, elle m'avait beaucoup marqué. C'est-à-dire que Cuarón, il joue sur quelque chose de très terre-à-terre et dur, là, hein, le désespoir absolu de Sarah à travers le deuil et la misère, et aussi le destin de Becky, mais il y a cette idée de rapport à ce conte permanent,
qu'elle est une princesse parce que elle a l'héritage de cette enfance en Inde avec l'histoire de la princesse Sita, avec ce qu'on appelle la mythologie, je crois, le mythe du Ramayana, qui a raconté, qu'elle va raconter aux autres élèves et tout, ce qui fait que oui, et puis bon, cette idée préconçue que toutes les femmes ont le privilège d'être princesse, même du coup Becky, qui est pauvre, mais qui peut l'être aussi. D'ailleurs, Sarah, encore riche, lui offre des chaussures hein, de princesse. Bon, mais ouais, c'est un peu simpliste et simplifié sur pas mal de points. Cependant, dans l'idée de Cuarón et dans sa mise en place cinématographique, c'est intéressant. On a ainsi des scènes assez marquées et marquantes, où il joue beaucoup hein, sur les mouvements de caméra et sur les transitions dans des histoires racontées. On voit donc la princesse Sita et tout. On voit l'enfance aussi au début en Inde, en mode quasi-conte. Hein, c'est très paradis dans la photographie et tout. Hein, c'est loin du réel, quoi. On vit un peu en marge, ailleurs, mais bon, faut pas oublier, hein, c'est une colonie britannique, et elle a de la chance, là, on s'intéresse pas du tout, évidemment, à la misère locale. Alors c'est un peu le paradoxe du film, du coup, mais bon, voilà, hein, c'est un film quasi post-colonial, de toute façon, par rapport au fait qu'il soit inscrit dans cet héritage-là par le roman. Mais il y a aussi, donc, les moments où on voit le père à la guerre et tout, c'est intéressant. C'est-à-dire que Cuarón, il fait une belle réalisation, quoi qu'il en soit. Il fait ce qu'il peut avec l'histoire de base. Et il pose son cinéma. On voit ici que c'est un auteur, que c'est un artiste, qui pourra ensuite faire autre chose. Et qu'il prend le scénario de base et fait ses libertés à lui dans la mise en place, formaliste. Et ça, c'est très important. Et on voit déjà quelque chose. Il y a des relents de ce qu'il fera par la suite. Même sur les thématiques et obsessions, il insiste dessus. Et sur certaines idées, on voit hein, comment, plus tard, il fera ses chefs-d'œuvre tels que Gravity ou Les Fils de l'Homme. Il y a vraiment quelque chose, visuellement, qui marque là-dessus. La scène du balcon est vraiment forte. Voilà, bon, elle était, je crois aussi... alors, je ne sais pas si elle était dans la série d'animation, mais j'imagine que ça va être dans le roman. Mais enfin, quoique. C'est peut-être une liberté prise aussi, je ne sais pas. Mais cette idée que, voilà, Cuarón, par l'imaginaire ou par quelque chose qui est un peu extrait de la réalité, il pose ses personnages dans la dureté de leur existence quand même, et il les fait évoluer. C'est le cas ici. Donc c'est quand même à voir, hein, La Petite Princesse, que si vous aimez le cinéma de Cuarón, vous y trouverez de toute façon quelque chose. Après, sur l'histoire, c'est sûr que le film, bah, il est sorti il y a 30 ans. Et que le bouquin, il est sorti il y a plus de 120 ans, hein, 130 ans même, je crois, je sais plus. Ouais, un peu plus. Bon, évidemment. Et on pouvait la moderniser autrement. Je crois qu'en BD, ça a été modernisé, cette histoire, d'ailleurs. Bah, il y a eu énormément d'adaptations. Et même des films non occidentaux qui ont été faits. Je crois qu'il y a un film, une adaptation asiatique aussi qui a été faite, voilà, à vérifier, mais il me semble. Bref, c'est une histoire évidemment assez culte. Mais après, voilà, hein, il se passe ce qui se passe, je ne vais pas révéler les tournants de l'intrigue, qui diffèrent d'ailleurs sur la finalité du bouquin, et qui rend le truc un peu plus encore dans le conte imaginaire magique, voire miraculeux, mais bon, c'est pas grave, un peu forcé quand même dans l'écriture, mais là, Cuarón, il n'y est pour rien. Peut-être un petit peu les limites du film, hein, forcément, ici. Bref, je le disais, à vous la parole en commentaire, que vous aimez le cinéma de Cuarón ou pas, que vous ayez vu le film ou non, hein, voilà, hein, lâchez-vous. Bon, si vous avez vu le film, c'est quand même mieux, si vous avez envie de votre avis dessus. Mais voilà, et je vous dis à la prochaine. Ciao!